Soir. 19h-20h. Hélène Zellani. Et il est 19h23 sur Europe 1. Un grand merci à ceux qui nous rejoignent. Ainsi va la politique, ainsi va la 5e République. Nous sommes ce soir avec Pascal Perrineau. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être en direct dans le studio d'Europe 1 Soir. Vous êtes politologue, professeur émérite des universités à Sciences Po, où vous avez dirigé le CEVIPOF, le Centre de recherche politique, et vous venez de publier Le goût de la politique chez Odile Jacob, un livre dans lequel vous racontez vos 40 ans de carrière de politologue. Avant toute chose, d'où vous vient ce goût de la politique? Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit? Vous savez, moi j'ai été élevé par des parents qui avaient connu la Seconde Guerre mondiale et qui avaient connu directement les drames de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y avait chez mon père et chez ma mère un intérêt profond pour la chose politique. Même quand on voulait à l'époque ignorer la politique venait vous chercher, et parfois dans des conditions dramatiques. Donc je suis né dans ce contexte, et puis je suis venu à la chose publique, vous savez, quand on est vers les 8-10 ans, quand on commence à s'intéresser à autre chose que sa petite personne d'enfant, et qu'on cherche un sens à la société, au groupe dans lequel on vit, eh bien c'était 1958, c'est-à-dire le début de la 5e République. Et bien sûr, la figure impressionnante à l'époque du général de Gaulle. J'avais un père qui était très gaulliste. La figure très impressionnante du général de Gaulle a scandé mon enfance et mon adolescence. Et par opposition à un papa gaulliste, vous êtes devenu plutôt un homme de gauche ? Non, j'étais gaulliste et en même temps réformiste. C'est-à-dire, je considérais, ça tenait à mon âge, vous savez, au lycée, on parlait beaucoup, c'était avant 68, de la nécessité d'un changement social, et tout en ayant un attachement profond pour le gaullisme et le général de Gaulle, je me disais, il faut que de l'intérieur du gaullisme vienne la réforme. C'est pour ça que j'avais été très séduit par Jacques Chaban-Delmas et son fameux discours de 1969, qui n'a pas pris une ride aujourd'hui sur la nouvelle société. Et donc, voilà, je suis venu à la réforme et au souci de la réforme. Et puis, il y a eu la maladie terrible de Georges Pompidou, une fin de septennat, même pas de septennat d'ailleurs, parce qu'il est mort avant l'échéance. 5 ans, au bout de 5 ans. Et à ce moment-là, je me suis dit, au fond, le meilleur moyen, c'est peut-être d'attendre la réforme des forces de la gauche modérée, des socialistes, bien que j'ai toujours été très réticent à leur alliance avec le Parti communiste. Et vous avez pris votre carte du PS ? J'ai pris ma carte du PS de 1977 à 1980. Et en 1981, quand j'ai vu, les réactions, les ambitions qui n'étaient pas toujours à la hauteur des militants socialistes que j'avais connus, je me suis dit vraiment, l'action militante n'est pas faite pour moi. Je préfère le délice de l'étude, de l'observation, à l'ivresse de l'action. Alors, on va parler de l'actualité. On a appris aujourd'hui que Jean-Marie Le Pen, qui a 95 ans, avait été placé sous le régime de protection juridique, donc sous la tutelle de ses 3 filles. Il pourrait échapper à son procès cet automne dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Est-ce que le RN de Marine Le Pen est radicalement différent du FN de son père? Est-ce que finalement elle a réussi la mue? Oui, elle a réussi assez largement la mue. Le côté « je suis celui par lequel le scandale arrive » que véhiculait Jean-Marie Le Pen par tempérament presque. C'était déjà le cas quand il était un jeune étudiant sous la 4e République, et puis engagé dans l'armée, et puis ensuite jeune député poujadiste. Il a toujours aimé le scandale. Et donc à l'époque, le parti existait d'ailleurs largement par le scandale, et en particulier sur le sinistre terrain de l'antisémitisme. Avec sa fille, depuis sa prise de pouvoir dans le parti, avec d'ailleurs l'approbation entière de son père à l'époque, en 2011, lors du congrès de Tours, oui, le parti a changé, mais comme toutes les forces politiques. Est-ce que le Parti communiste aujourd'hui a quelque chose à voir avec le parti léniniste révolutionnaire qui naît en 1920 au congrès de Tours? Sauf que là, c'est un père et sa fille. Voilà, là c'est un père et sa fille, mais ça n'empêche pas la rupture. C'est tout de même la fille qui, quelque part, a exclu son père du parti. Et Jordan Bardella, vous le voyez comme un futur présidentiable? Alors, Jordan Bardella, c'est un peu tôt pour se prononcer. Il faut encore, quelle que soit sa popularité, qui est certaine, il faut encore faire ses preuves. Vous savez, les hommes et les femmes, j'espère un jour, qui arriveront au pouvoir présidentiel, ils ont besoin d'avoir connu des difficultés.
d'avoir rencontré l'échec. Il n'y a rien de pire que de jamais avoir rencontré l'échec. Pensez à des hommes comme Jacques Chirac. Pensez à des hommes comme Nicolas Sarkozy. Emmanuel Macron, il n'avait pas vraiment connu d'échec. Eh bien justement, c'est peut-être un des éléments du flottement que les Français peuvent ressentir par rapport à Emmanuel Macron. Merci. Alors, vous ne bougez pas, vous restez avec moi à mes côtés, Pascal Perrineau. On va se retrouver juste après une pause pour parler politique et aussi wokisme. Vous pouvez nous appeler au 01 80 20 39 21. Europe 1 Soir. 19h-20h, Europe 1 Soir. Et à 19h33 sur Europe 1, nous sommes toujours en direct avec l'éminent politologue Pascal Perrineau. Dans votre dernier livre, Le goût de la politique, vous parlez de la situation à Sciences Po, où vous avez dirigé le centre de recherche politique il y a une dizaine d'années, où vous êtes toujours professeur aujourd'hui. Donc une institution que vous connaissez très bien, qui s'est retrouvée récemment au cœur d'un scandale avec des propos antisémites. Est-ce que ça vous a étonné, ce scandale, et l'ampleur que ça a pris ? Non, pas tout à fait. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord, on sait très bien que le conflit israélo-palestinien est un conflit à haute densité émotionnelle et qu'il a, sur le territoire français, des relais. Nous avons la communauté juive la plus importante d'Europe. Et de l'autre côté, nous avons des jeunes femmes et des jeunes hommes issus de l'immigration et de l'immigration maghrébine, musulmane, pour lesquels la Palestine, la figure du Palestinien, représente la figure de l'opprimé. Et donc, il y a tout pour que dans les universités, à Sciences Po comme ailleurs, et particulièrement dans les universités de sciences sociales, la moindre étincelle fasse dégénérer le débat. Et il y a bien, là, en l'occurrence, à Sciences Po, il y a eu, en effet, une réunion sauvage qui n'avait absolument pas l'autorisation de l'administration de Sciences Po, qui a été organisée, un soi-disant comité Palestine, qui a interrompu les cours et qui a tenu... En ce moment, il y a une enquête qui a tenu des propos apparemment tout à fait inadmissibles, puisqu'il y avait une espèce de sélection au faciès à l'entrée. Toi, tu peux rentrer, toi, tu ne peux pas rentrer. Et quelqu'un aurait dit, tu es une sioniste. Ça, c'est inadmissible, bien sûr. Et c'est tout à fait symptomatique d'une deuxième chose, qui est ce que l'on appelle de manière un peu facile le wokisme. C'est-à-dire chez certains jeunes, l'idée qu'on est défini avant tout par des identités. Identité sexuelle, identité en termes d'âge, identité religieuse, etc. Couleur de peau. Voilà, couleur de peau, etc. Tout cela n'est pas une avancée, c'est une régression. Quand on se met à définir les individus par leurs appartenances, on les enferme dans ces identités. On durcit ces identités et on va déboucher peu à peu sur une société française qui va être une société connaissant de multiples affrontements, de multiples fractures et des fractures extrêmement dures. Ça n'est pas pour rien que l'ère de la guerre civile, comme on dit, est à la mode aujourd'hui en France. Il y a maintenant des émissions qui flirtent beaucoup avec ce thème. Il y a des sujets de fiction qui mettent la guerre civile en France en scène. Pourquoi ? Eh bien, c'est l'issue de cela. Quand on n'arrive plus à s'arracher à ces conditions particulières, justement, quand on n'arrive plus à s'arracher à ces identités, le fait d'être un homme, une femme, un transsexuel, un homosexuel, un gros, un maigre, un noir, un asiatique, un blanc, etc., eh bien, voilà, on s'enferme dans ces communautés et le destin de ces communautés, à ce moment-là, c'est l'affrontement. Non, il faut revenir à l'universalisme français et apprendre à ces jeunes à s'arracher à ces identités, c'est-à-dire à lutter activement contre le wokisme qui nous vient de l'autre rive de l'Atlantique. Alors justement, vous êtes, vous le disiez encore, professeur à Sciences Po. Est-ce que vous constatez que cette idéologie fait des ravages à Sciences Po et plus globalement dans l'enseignement supérieur en France ? Alors, il faut savoir raison garder. Il y a 15 000 étudiants à Sciences Po. Il y a quelques centaines d'étudiants qui sont très engagés, en particulier des étudiantes qui appartiennent à ce courant du néo-féminisme radical et qui sont vraiment profondément touchées par cette idéologie wokiste. Mais on sait
le rôle que peuvent jouer dans des communautés larges, ce qu'on appelle les minorités actives, les activistes. Hein. Et les activistes sur ce terrain du wokisme sont à l'œuvre. Alors pourquoi ? Parce que j'y verrais essentiellement deux raisons. Si vous voulez, les universités et Sciences Po s'internationalisent. Nous avons environ un étudiant sur deux qui vient de l'étranger et beaucoup du monde anglo-saxon. Beaucoup viennent des États-Unis, de Grande-Bretagne, d'Australie. Et dans ces pays qui obéissent à la logique communautaire, multiculturaliste, qui est, j'allais dire, la norme presque dans ces sociétés, eh bien, ces étudiants ont amené le wokisme avec eux. Et d'une certaine manière, les idées ont été véhiculées par eux, même si les étudiants français, qui sont élevés plutôt dans une culture républicaine, universaliste, peuvent être réticents. Et donc, il y a une majorité, à mon avis, d'étudiants qui regardent avec beaucoup de circonspection ces idées wokistes, qui ne s'y retrouvent pas, mais ils ne sont pas organisés, si vous voulez. Les autres parlent plus fort et on les entend davantage. Et c'est ceux-là qu'on entend. Vous consacrez d'ailleurs un chapitre de votre livre au wokisme, un phénomène d'ailleurs dont vous avez été témoin en tant qu'enseignant aux États-Unis. Voilà. J'enseigne tous les étés aux États-Unis et depuis une petite dizaine d'années, en effet, avant d'enseigner, les enseignants sont obligés de passer une épreuve où on les teste sur deux terrains. Le premier terrain, ça c'est bien connu en France, les fameuses VSS, ce qui veut dire violences sexistes et sexuelles, qui sont un vrai problème entre étudiants, parfois entre étudiants et enseignants, mais la plupart du temps entre étudiants et étudiantes. Donc on teste ma capacité, en l'occurrence, et je passe ça chaque année. Je vais y retourner dans quelques semaines. C'est pas une fois pour toutes. Ah, pas du tout. Comme si vous alliez changer, peut-être. Comme si j'allais changer d'une année à l'autre. Bon, pourtant, avec l'âge, je devrais m'assagir. C'est quand même un peu délirant. Si j'avais des penchants coupables. Enfin, bon, sortons de la plaisanterie. Et puis, le deuxième, c'est la capacité que nous aurions à répondre ou à éviter, plutôt, les micro-agressions. Alors, les micro-agressions, c'est les agressions entre personnes d'ethnies différentes. Mais ça va beaucoup plus loin. Entre personnes de poids différents. Par exemple, on cherche à lutter, comme on dit, contre la grossophobie. Il ne faut pas stigmatiser les gros, mais il ne faut pas stigmatiser non plus ceux qui sont trop maigres. Il ne faut pas stigmatiser les noirs, il ne faut pas stigmatiser les latinos, il ne faut pas stigmatiser les étudiants d'origine asiatique, il ne faut pas stigmatiser les transsexuels, les homosexuels. Par exemple, vous n'avez pas presque le droit de dire à un étudiant monsieur ou madame. Vous savez ce qui est une habitude. Hein, parce que l'étudiant peut vous répondre, mais monsieur, vous m'appelez monsieur, mais en fait, je ne suis pas du sexe masculin, je suis transgenre ou je connais une itinérance dans mon appartenance sexuelle. Donc, vous voyez, on est sur... vraiment, on marche sur des œufs. Alors, aux États-Unis, je suis aux États-Unis, je m'adapte, bien sûr, si je veux enseigner, je m'adapte à ces mœurs que je condamne. En particulier lorsqu'ils viennent, j'allais dire en France, où nous avons une manière de vivre ensemble, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, qui est tout à fait autre. Nous arrachons, nous ne voulons pas porter la couleur de notre peau, nos choix sexuels sur notre visage et sur nos épaules. Voilà. Mais ce qu'il y a, c'est pas évident de lutter contre un phénomène qui se veut progressiste et qui qualifie ceux qui s'opposent au wokisme, à des réacs, des gens d'extrême droite. On est stigmatisé parce qu'on n'est pas woke, en fait. Bien sûr, ça n'a rien à voir. Et c'est le contraire. D'ailleurs, quand je discute calmement avec mes étudiants américains après les cours et même pendant les cours, où je leur explique ce que c'est que notre modèle à nous, le modèle français, eh bien, ils écoutent attentivement et il faut savoir à peu près que la moitié de la population américaine est en désaccord avec cette permanence, cette pénétration du wokisme dans le secteur universitaire, qu'il soit privé comme public. Et la dernière décision de la Cour suprême, disant qu'il n'y avait pas à faire de sélection sur ces critères-là à l'entrée dans les universités, va dans le sens de la majorité du peuple américain. C'est une mesure contre la discrimination positive. Bien sûr. Alors c'est une mesure en effet contre la discrimination positive, et la discrimination positive, il faut en voir ses limites. Parce que ça devient des sociétés paranoïaques. Hein. Vous êtes sans arrêt à vous dire « Oh, je suis stigmatisé, comment, oh là là, je vais stigmatiser un autre ». C'est-à-dire toute relation humaine normale devient presque
totalement impossible. Hein. Alors ça va peut-être aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, on est dans un pays qui est un pays puritain à l'origine. Le puritanisme protestant et religieux est une réalité, particulièrement sur la côte nord-est où j'enseigne. Donc ce puritanisme, ce que nous on pourrait appeler presque cette pudibonderie, va peut-être avec une partie de la culture américaine. Mais voilà, nous n'avons aucune raison de prendre les mauvaises habitudes d'outre-Atlantique. Mais ce qu'on voit aussi outre-Atlantique, on parle du wokisme, mais il y a un antisionisme forcené qui parfois prend d'ailleurs plutôt une apparence d'antisémitisme. Il y a des étudiants juifs qui ont vraiment été attaqués physiquement. La vie est difficile pour les étudiants juifs sur de nombreux campus. Où le wokisme rejoint le racisme et l'antisémitisme. Vous savez, le wokisme, par exemple, il pratique des réunions interdites aux hommes, interdites aux femmes. Il y a bien un raciste anti-masculin, le fait d'interdire aux hommes une réunion. Des réunions réservées aux Noirs. Il y a bien un racisme vis-à-vis des Asiatiques, vis-à-vis des Latinos et vis-à-vis des Caucasiens, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire des Blancs. Donc, peu à peu, oui, ça débouche sur... Il y a des noces assez terrible entre une partie de ce wokisme et le racisme le plus basique, et en particulier l'antisémitisme. C'est ce à quoi on assiste dans certaines universités américaines, et là, les autorités ont été obligées de réagir, et vous avez vu que dans 2 grandes universités américaines, où le moins qu'on puisse dire, c'est que 2 enseignantes assez féministes avaient tenu un discours inadmissible sur l'antisémitisme en disant « les propos antisémites, ça dépend du contexte ». Ouais, c'est ça, c'est les dirigeants du MIT, de Harvard. Eh bien, elles ont été virées, et c'est une très bonne chose. Plus globalement, si on en revient à la politique, puisque votre livre s'appelle « Le goût de la politique », et ça, c'est un goût que vous partagez avec de nombreux Français, vous dites que les citoyens se détournent de la politique ou s'en emparent pour en découdre. Oui. Et quelle est la solution alors ? C'est foutu ou... Elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile parce qu'une démocratie, ça ne peut vivre que si les pères fondateurs de la Révolution française disaient ça. Le pouvoir vient d'en haut et la confiance démocratique du peuple vient d'en bas. Le problème, c'est que le pouvoir, il vient toujours d'en haut, mais la confiance, elle n'est plus au rendez-vous. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus ce goût de la politique. Hein ? Et comme la France est un pays qui a la triple politique, on n'est plus dans un goût de la politique positive, pour essayer d'imaginer une alternative au pouvoir en place que l'on peut, à tort ou à raison, condamner. On est dans la politisation négative, c'est-à-dire le pur rejet. Hein, on vote contre. Voilà, on vote contre. C'est le vote sanction, tous azimuts. Vous savez, jadis Stéphane Hessel, d'ailleurs, ça avait eu, c'était très symptomatique. Ça avait eu un succès de librairie incroyable. Indignez-vous. Eh bien voilà, on n'est plus que dans l'indignation permanente. Mais l'indignation, c'est que la moitié du chemin. Ensuite, une fois qu'on s'est indigné, il faudrait savoir ce que l'on veut. Une fois qu'on a dit non, il faut bien dire oui à quelque chose. Hein. Et là, on est enfermé dans un non massif qui fait que la France est devenue aujourd'hui un des pays les plus pessimistes d'Europe. Ça m'embête de finir là-dessus, j'aurais préféré une note positive, mais je crains bien que vous ayez raison. Oui, sur le constat. Mais une fois qu'il y a le constat, on peut agir. On peut agir très rapidement, si vous voulez. On peut agir en redonnant de temps en temps la parole au peuple. Je crois que sur des sujets importants, il faut redonner la parole au peuple au travers du référendum. C'est prévu par la Constitution. Il faut, entre les élections, maintenir ce qu'un constitutionnaliste français appelle une démocratie continue. C'est-à-dire les gens qui ont envie de dire leur mot, de s'engager, la démocratie participative. Il faut qu'elle trouve sa place. Et puis la démocratie représentative, qui est la seule qui a la légitimité, qui est issue des urnes de l'élection présidentielle et des élections législatives, il faut absolument qu'elle se rééquilibre. Il faut que face à un pouvoir présidentiel qui a pris trop de place, qui est trop jupitérien, pour reprendre les termes d'Emmanuel Macron, et qui crée un espace politique complètement hystérique, où face à un homme seul, il y a un peuple en colère. Hein, c'est pas comme ça qu'on s'en sortira. Il faut rééquilibrer. Et rééquilibrer du côté du pouvoir parlementaire. Merci beaucoup Pascal Perrineau d'avoir été en direct sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes politologue, professeur émérite des universités à Sciences Po. Et votre livre, je le rappelle, s'appelle « Le goût de la politique ». Il est publié chez Odile Jacob. À 19h46 sur Europe 1, je vous donne un rendez-vous, comme tous les matins sur Europe 1, avec l'édito international de Vincent Hervouette, l'actualité hors de nos frontières, la géopolitique mondiale. C'est à 8h moins 20 dans Europe 1 matin et en replay sur le site et l'appli Europe 1. Nous, dans un instant, on revient sur le
projet de loi sur l'agriculture et surtout sur la difficulté de la transmission des exploitations. N'hésitez pas à nous appeler au 01 80 20 39 21.